Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Range ta chambre. Aujourd'hui, je souhaite faire un focus sur une bande dessinée sortie le 20 août 2021, Madeleine Résistante, par Dominique Bartheil et Jean-David Morvan, et édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. Alors en fait, il y aura deux parties. La première, c'est cette vidéo, dans laquelle je vais vous parler rapidement des deux auteurs et bien sûr de l'œuvre de la personne dont elle est inspirée, Madeleine Riffaut, l'une des figures de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sa vie ne se résume pas qu'à ça. La deuxième partie, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, sera consacrée à une interview que j'ai pu faire des deux auteurs à l'occasion d'une séance de dédicace de cet ouvrage à Reims il y a quelques jours. Alors, on ne perd pas de temps et on commence juste après le générique. Dominique Bartheil est né au début des années 70 et il a commencé dès son enfance à faire des bandes dessinées. Et comme il le dit souvent dans des interviews, il est arrivé dans la bande dessinée comme une évidence. Il a étudié à l'école des Beaux-Arts de Rennes, a travaillé la sculpture et la peinture à la Grey Schools of Art d'Aberdeen en Écosse, puis a intégré l'atelier bande dessinée des Beaux-Arts d'Angoulême. En 1999, avec d'autres auteurs et dessinateurs, il participe à la création d'un périodique de bande dessinée sur internet, Cocoline World. Rappelons qu'en 1999, on est très loin de l'internet qu'on connaît aujourd'hui, et que ce petit groupe s'est alors lancé dans une aventure plutôt ambitieuse pour l'époque. Entre 1998 et 2000, avec Thierry Smolderen, un auteur rencontré durant ses études, Dominique Bartheil va mettre en image les deux tomes de l'Enfer des Pelgrims. En 2008, avec le même auteur, il entame la série Ghost Money. Entre deux tomes, il participe à la création de Omaha Beach, 6 juin 1944, avec Jean-David Morvan et Séverine Trefouel, qui, pour la petite histoire, est à la tête de la librairie Bédérama à Reims. Alors je ne vais pas vous faire toute sa bio, mais sachez qu'il a aussi travaillé sur Spirou, mais aussi chez Fluide Glacial, et c'est d'ailleurs durant cette période qu'il a créé Mondo Reverso, un western dans lequel les rôles hommes-femmes sont inversés. Je vous encourage vraiment à vous rouer sur les deux tomes. C'est en 2020 qu'il retrouve son complice Jean-David Morvan pour débuter l'écriture de Madeleine Résistante, ce qui nous amène à Jean-David Morvan. Ce dernier est né à la fin des années 60 à Reims. Et ouais, il est né à Reims. Durant son enfance et son adolescence, Jean-David va découvrir des BD comme Valériane, Lacal ou Torgal, pour citer les plus connus. Il intègre en 1989 l'école Saint-Luc de Bruxelles pour y apprendre le métier de dessinateur. Et il en ressort avec la conviction d'avoir plutôt l'étoffe d'un scénariste. Et quel scénariste! Il a participé à l'écriture d'un nombre incroyable d'œuvres et dans des univers totalement différents. Imaginez par exemple qu'il a travaillé sur Spirou, sur Conan et même sur un crossover Batman-Wolverine. Il est à l'origine de plein de séries très connues des amateurs de BD comme Nomade, OMS en série, une adaptation BD du roman de Stéphane Voul de 1957 et qui aura aussi donné lieu à un film animé par René Laloux et Roland Topor, ou encore Sillage qui a connu un énorme succès. Avec Séverine Trefouel, tiens encore elle, il signera une très belle série, Irena, inspirée de la vie d'Irena Sandlerova, résistante et militante polonaise, et qui fut l'une des grandes héroïnes oubliées de la Seconde Guerre mondiale, en sauvant 2500 juifs du ghetto de Varsovie. Pour ceux et ceux qui souhaiteraient découvrir son histoire en mode BD, sachez que l'intégrale des 5 tomes paraîtra d'ailleurs le 6 octobre prochain. Bref, il faudrait des heures pour parler de leur travail et de toutes les œuvres auxquelles ils ont participé. Parlons maintenant du personnage principal de cette histoire et qui a aussi participé à son écriture aux côtés de Jean-David Morvan, Madeleine Riffaut. Que dire si ce n'est que c'est une femme incroyable qui a connu de multiples vies, dont l'esprit de lutte et de résistance s'est développé au cours de l'occupation allemande et de ses années au sein de la résistance, et qui ne l'a plus jamais quitté par la suite, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans ses activités professionnelles et artistiques, dans sa vie personnelle ou en tant que citoyenne. Madeleine Riffaut est née à Folly, un petit village situé près de Roye dans la Somme en Picardie en août 1924, et elle a donc fêté récemment ses 97 ans. Elle vit avec ses parents instituteurs et son grand-père, envers qui elle a une immense fierté et un amour incroyable. En 1940, alors âgée de 16 ans, elle fait partie d'un convoi de personnes qui fuit vers d'autres régions, et durant cet exode, le groupe subit les attaques d'avions allemands. Madeleine s'en sortira saine et sauve grâce à son grand-père qui n'hésitera pas à risquer sa vie pour la protéger. Heureusement, en s'en sortant indemne également. Mais autour d'eux, ce n'est que chaos, flammes et sang, des hommes et des femmes et des enfants massacrés en quelques secondes par l'envahisseur. À cet instant, Madeleine est une survivante, pour la première fois, et se développe en elle un sentiment de colère et de révolte.
En 1941, alors qu'elle n'a que 17 ans, elle s'engage dans la résistance, d'abord au sein d'un groupe d'étudiants en médecine du quartier latin, puis en intégrant les FTP, les francs-tireurs et partisans, un mouvement de résistance créé en 1941 par le Parti communiste français. Comme elle le racontera souvent en interview, elle décidera de s'engager dans ce mouvement à la suite d'un accrochage avec des soldats qui se terminera par un coup de pied au cul infligé par un officier allemand. Dans une interview, elle dira « Il y a une chose que les occupants devraient toujours savoir, c'est que l'humiliation, c'est ça qui fait de vous des résistants, des combattants. » Comme pseudonyme de résistante, elle choisira Rainer, en référence à l'écrivain poète autrichien Rainer Maria Rilke, et ce choix n'est pas un hasard. En premier lieu, elle voulait utiliser un nom d'homme, histoire de flouter davantage son identité féminine. Mais surtout, en faisant un tel choix, elle mettait aussi en avant son amour pour la poésie, un peu décalé dans ce monde de violence et de mort. Et enfin, sachant que ce poète est mort d'une leucémie à la suite d'une piqûre de rose dont la blessure a dégénéré, il y avait sans doute aussi un lien avec son grand-père qui, dans le Santerre, passait son temps à s'occuper de son roseraie. Au sein de la résistance, elle mène différentes actions, et notamment celle destinée en 1944 à alimenter le soulèvement des Parisiens. Le 23 juillet 1944, elle abattra en plein jour un officier allemand de 2 balles dans la tête sur le pont de Solferino. Elle raconte en interview que l'officier était de dos et qu'elle ne voulait pas l'abattre froidement, préférant qu'il se retourne afin de l'affronter en face à face. Un peu comme dans un western. Mais la situation était trop tendue et elle s'est résignée à agir en exécuteur. Bien que tremblante, elle sait alors qu'elle doit s'enfuir, d'autant qu'elle entend le son d'une voiture à essence arriver derrière elle. Et à cette époque, avec le rationnement et les restrictions, ce sont plutôt les Allemands ou les milices et policiers français collaborationnistes qui roulent dans de tels véhicules. Elle sait qu'elle est donc en danger, elle fuit avec son vélo, elle pédale aussi vite que possible, mais malheureusement, elle est rattrapée et renversée par ses poursuivants. Elle sera emmenée au siège de la Gestapo où elle sera torturée. Elle ne parlera pas et sera condamnée à mort. Internée puis déportée, elle sera finalement sauvée par une femme lors de son transport en train. Elle sera malheureusement de nouveau arrêtée, mais bénéficiera d'un échange de prisonniers pour être libérée finalement le 19 août 1944. Et vous pensez que tout ça va la convaincre d'arrêter son engagement dans la résistance? Bien au contraire. Dès sa libération, elle poursuivra immédiatement ses actions au sein de cette dernière. Cet engagement ne s'arrêtera qu'à la fin des combats pour la libération de Paris, et elle recevra d'ailleurs une citation à l'ordre des armées signée par De Gaulle en personne. Par la suite, on peut dire qu'elle a cumulé des vies. Poétesse, écrivaine, journaliste et même correspondante de guerre, elle couvrira notamment les guerres d'Indochine, d'Algérie et du Vietnam. Mais vous savez quoi? Le plus drôle ou le plus surprenant dans l'histoire personnelle de cette grande dame, c'est qu'elle n'évoquera au grand jour son passé de résistance qu'en 1994, pour les 50 ans de la libération, et sur l'insistance de son ami Raymond Aubrac, une autre grande figure de la résistance. Alors elle a commencé son devoir de transmission de la mémoire auprès d'étudiants, auprès d'historiens, dans les amphis, à la télé, jusqu'au jour où Jean-David Morvan lui a proposé de la raconter au travers d'une BD. Elle a eu l'occasion, lors d'interviews ou même dans la préface de cet ouvrage, de raconter comment les choses se sont passées, et autant dire qu'au début, c'était pas gagné. Elle a d'abord dit non, estimant que les BD, c'était fait pour les gamins. Et puis en discutant avec son entourage, et notamment Georges Hamad qui a réalisé un documentaire sur elle, Les 7 vies de Madeleine Riffaut, sorti en 2019, tout le monde lui a dit qu'elle avait tort de voir les choses comme ça, car la bande dessinée n'est pas que destinée aux enfants, et surtout il s'agissait là d'un excellent moyen pour toucher un nouveau public plus large. Et finalement elle accepta de recevoir Jean-David Morvan, et elle lui a tout raconté, dans les moindres détails, sans rien cacher, y compris les épreuves les plus terribles qu'elle a pu traverser, notamment dans sa chair et sa dignité. Jean-David Morvan a enregistré ainsi des heures et des heures de discussion, afin de pouvoir coucher sur papier ce qui deviendra le canevas de cette version graphique de cette période de sa vie de résistante. Et pour mettre en image cette histoire, Jean-David pense très rapidement à son ami avec qui il avait déjà travaillé auparavant, Dominique Bertheil. Et c'est ainsi qu'a débuté cette collaboration du trio. Et comme il y a beaucoup de choses à raconter, dès le départ, il est acté qu'un seul tome ne suffira pas. Ce sera finalement une trilogie. Dans ce premier tome, titré La Rose dégoupillée, les premières pages nous ramènent dans l'enfance de Madeleine, dans son village natal. Mais très rapidement, on arrive à son adolescence, et ce qui va l'amener peu à peu à vouloir s'engager dans la résistance. Mais Madeleine est malade, elle est atteinte de la tuberculose. Alors elle sera envoyée dans un sanatorium à Saint-Hilaire-du-Touvet, pas très loin de Grenoble. Elle y trouvera l'amour, mais aussi des femmes et des hommes courageux, cachant et soignant des juifs, et ainsi une première connexion avec la résistance. Lorsqu'elle quitte cet endroit, sa décision était prise. Elle allait jouer un rôle dans cette résistance. Alors,
Je ne vais évidemment pas vous raconter la suite que je vous encourage à découvrir par vous-même. Si vous ne vous êtes pas intéressé jusqu'alors à Madeleine Riffaut, cette BD est vraiment un très bon moyen d'appréhender le personnage, tout du moins sur son passé de résistante. On y découvre une jeune femme, forte et indépendante, magnifiquement mise en image par Dominique Bertal qui prouve une fois de plus son immense talent de dessinateur. On apprécie aussi la belle restitution de l'état d'esprit des Français au début des années 40 et la mise en avant de l'esprit de rébellion et de révolte engendré par les actes cruels des occupants ou des collabos. Ici, les scènes sont naturellement présentées, sans des expositions lourdes et indigestes où les personnages décrivent ou expliquent une situation. Non, ici tout se fait de manière fluide grâce à la mise en scène. Madeleine Résistante est une œuvre parfaitement réussie et d'une justesse incroyable. Mais plus qu'une bande dessinée, c'est ici un témoignage d'un passé douloureux de notre pays et duquel il faut en tirer des enseignements, notamment pour les générations futures. À 97 ans, Madeleine Riffaut continue donc de transmettre sa mémoire. Le combat, jusqu'au bout. J'espère que cette première partie vous a intéressé et n'oubliez pas que la deuxième sera consacrée à l'interview de Jean-David Morvan et Dominique Bertal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager le lien de la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à titiller la cloche de notification pour être informé des prochaines diffusions et bien sûr à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Prenez soin de vous, ciao!